Imaginez un instant. Vous êtes dans un musée, face à un chef-d'œuvre. Et si je vous disais que ce même tableau, aujourd'hui, qu'on admire tous, a un jour provoqué des insultes, des polémiques et même de vraies bagarres dans les salles d'exposition. Comment est-ce qu'une simple toile peut mettre le feu aux poudres à ce point? C'est justement la question qu'on va creuser aujourd'hui. On plonge dans l'art russe de 19e siècle pour découvrir ces fameux chefs-d'œuvre rejetés. On va voir pourquoi les œuvres de Vereshchagin, Guay, Kuinji et Kramskoï ont si profondément choqué leurs contemporains. Et ce qui est fascinant, c'est que pour cette analyse, on s'appuie sur les archives et les commentaires de la galerie Tretiakov elle-même. C'est l'institution qui, ironiquement, abrite aujourd'hui ces œuvres qui étaient à l'époque jugées absolument scandaleuses. On a donc un point de vue, avec le recul de l'histoire. D'accord. La mission est claire alors. Comprendre ce qui était si dérangeant. Mais au-delà de ça, voir ce que ces controverses révèlent sur la société de l'époque, sur l'art, la religion et sur l'évolution de notre propre regard. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. On commence très fort avec Vassili Vereshchagin et sa vision de la guerre. Il faut savoir qu'il part au Turkestan comme peintre de guerre officiel. Il s'attendait probablement à peindre des scènes héroïques, des charges de cavalerie, enfin le grand spectacle habituel. Exactement. Sauf que la réalité sur le terrain n'a rien à voir. Il est confronté à la saleté, la chaleur, la barbarie, la souffrance pure des soldats, des deux côtés. Et cette expérience va le transformer, radicalement. Il ne sera plus jamais un peintre de bataille traditionnel. Et de cette transformation naît une œuvre qui me donne encore des frissons, l'apothéose de la guerre. La description est simple et terrifiante. C'est une pyramide de crânes humains au milieu d'un désert. À l'horizon, une ville en ruine, des arbres calcinés et des corbeaux qui planent. C'est la mort absolue, quoi. Et ce qui rend la scène encore plus dérangeante, c'est un détail technique. La couleur. Il n'utilise pas des teintes sombres, tragiques. Au contraire. Le ciel est d'un bleu éclatant, le soleil tape. Ces couleurs presque joyeuses rendent l'horreur des crânes encore plus insoutenable. Il amplifie le choc, il ne l'atténue pas. C'est comme s'il disait « Regardez bien, voici le vrai visage de la guerre ». Et pour être sûr que personne ne passe à côté du message, Il ajoute une inscription provocatrice directement sur le cadre, dédiée à tous les grands conquérants passés, présents et futurs. Avec cette simple phrase, il rend la chose universelle. Ce n'est plus le Turkestan, c'est la guerre, partout, tout le temps. j'imagine que les grands conquérants de l'époque n'ont pas vraiment apprécié l'hommage. Pas le moins du monde. Le choc est total. En Russie, en Europe, le public voulait du triomphe, des parades. Et lui, il leur montre des soldats russes blessés, mourants, anonymes. On l'accuse de défaitisme, de manquer de patriotisme. En Russie, c'est encore pire. On lui reproche une perspective de Tachkent, comme s'il prenait le parti des peuples conquis. C'est presque de la trahison. Attendez, il risque sa vie sur le terrain et on l'accuse de trahison? Comment il a réagi à ça? Très mal. Il est profondément blessé. Vereshchagin, c'est un homme passionné, mais aussi très orgueilleux. Alors un jour, à bout de nerfs, face aux critiques, il fait un geste radical. Il prend 3 de ses toiles les plus attaquées et il les brûle. Il a brûlé ses propres œuvres, d'une violence. C'est un geste de désespoir ou une sorte de performance. C'est avant tout une affirmation de sa liberté, sa manière de dire « Ces œuvres sont à moi. Je préfère les détruire plutôt que de les voir salies par vos critiques. » C'est un défi total, en fait. Et pourtant, l'apothéose de la guerre a survécu. Elle est bien à la galerie Tretiakov. Comment? Vereshchagin refusait de vendre sa série pièce par pièce. C'était tout ou rien. La somme était astronomique. Tretiakov a dû convaincre son frère de l'aider et ils ont acheté toute la série. Pour 92 000 roubles d'argent, une fortune. Il a donc acheté le scandale en même temps que les œuvres. Il fallait oser. Complètement. D'ailleurs, Vereshchagin lui a écrit une lettre, une sorte de manifeste. Il dit « Je vois la guerre, je la frappe sans pitié. La force de mes coups est une question de talent, mais je la frappe de toutes mes forces et sans pitié. » Il se voyait comme un combattant. Tretiakov est devenu son allié. Si Vereshchagin s'attaque au mythe de la guerre, un autre artiste, Nikolai Guay, va oser s'attaquer à un mythe encore plus fondamental, le mythe de la divinité elle-même. Et pourtant, ça commence très bien pour lui. Son premier grand tableau, La Scène, en 1863, est un succès immense. L'empereur l'achète tout de suite, Guy devient professeur, c'est en triomphe.
Sauf qu'en regardant le tableau, on comprend tout de suite où est le problème. Il fait exploser des siècles de tradition. Fini la longue table, le Christ au centre. Chez Guy, c'est le chaos. Judas est au premier plan, dans l'ombre, prêt à partir. Le Christ est allongé, presque affalé sur un divan, c'est une scène de rupture. C'est exactement ça. Il a désacralisé la scène. Il l'a traitée comme un drame humain. L'écrivain Dostoïevski a été horrifié. Il a écrit en substance « Où sont les 18 siècles de christianisme ?» C'est juste une querelle entre des gens ordinaires. On lui reproche son matérialisme, quoi. Et sa vision de Judas, c'est une autre provocation. Oui, et c'est peut-être le plus choquant. Pour Gaillet, Judas n'est pas un traître vénal. C'est un disciple déçu, désespéré. Il pense que le Christ mène le peuple à sa perte et il essaie de l'arrêter. Il transforme le traître en une figure tragique, presque héroïque. C'est une bombe théologique pour l'époque. Pas étonnant de s'écrier au blasphème. Et si la scène a choqué, ce n'était rien comparé à la suite. Rien du tout, non. Un quart de siècle plus tard, il revient avec Qu'est-ce que la vérité? Et là, le scandale est total. Le procureur du Saint-Synode écrit à l'empereur, il dit que l'œuvre est profondément anti-religieuse. La réaction de l'empereur est immédiate. Le tableau est répugnant. Retirez-le, interdisez-le. Interdit. L'épouse de Gaillard racontait que l'ambiance devant la toile était électrique, non? Oui, elle décrit des scènes hallucinantes. Le public se séparait en deux camps. D'un côté, ceux qui applaudissaient, de l'autre, ceux qui l'insultaient, le traitaient d'antéchrist. Apparemment, ça en venait parfois aux mains. Des bagarres devant un tableau. Mais qu'est-ce qui était si offensant? En le regardant, le Christ a l'air si diminué. C'est tout le problème. Il n'a rien du Fils de Dieu. Il est émacié, voûté. Les critiques disaient qu'il avait un visage méchant, qu'il ressemblait à un prolétaire malveillant. Et en face, Ponce Pilate est tout le contraire. Massif, puissant, baigné de lumière. Il incarne le pouvoir. Et cette lumière, justement, normalement, la lumière, c'est le divin. Ici, elle éclaire le bourreau. Précisément. Gay l'utilise non pas comme un symbole moral, mais comme un outil dramatique, pour la tension. C'est d'une modernité absolue, mais pour l'époque, c'est une hérésie. Et Tretiakov, dans tout ça, il a dû hésiter cette fois. Hésiter, c'est peu de le dire. Il n'en voulait absolument pas, il le trouvait laid. Mais c'est son ami, Léon Tolstoï, qui a insisté. Tolstoï adorait l'œuvre, il disait que c'était une véritable perle. Alors Tretiakov a fini par l'acheter, mais il a écrit dans son journal qu'il la garderait cachée, pour des temps meilleurs. Pour des temps meilleurs. C'est incroyable. C'est comme se dire, je sais que c'est un chef-d'œuvre, mais le monde n'est pas prêt. Quelle confiance en l'artiste. On a donc vu des scandales liés à la guerre, à la religion, des sujets explosifs. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'une controverse tout aussi violente ait pu naître d'un paysage. C'est l'histoire d'Arkhip Quinji et de son bosquet de bouleaux. Quand on voit ce tableau, on se demande comment il a pu créer le moindre problème. C'est magnifique. On est au bord d'une forêt un peu sombre et au-delà, une clairière inondée de lumière. C'est presque surnaturel. C'est le mot, magique. Quinji était obsédé par la lumière. Il faisait ses propres mélanges de peinture pour obtenir des effets que personne n'arrivait à reproduire. Le peintre Répine disait que devant ce tableau, tout le monde a suffoqué l'admiration. On disait qu'il avait réussi à attraper le soleil. Et qui dit immense succès, dit jalousie féroce, imagine. Inévitablement. Un article anonyme d'une rare méchanceté est publié. Il accuse Quinji d'utiliser des trucs faciles, que sa peinture est artificielle. Et on découvre que l'auteur, c'est Michael Claude, un autre grand peintre paysagiste et membre de la même association que lui. Aïe. Un confrère qui l'attaque anonymement dans la presse. L'ambiance devait être sympa. L'ambiance est devenue explosive. Une dispute violente éclate. Quinji, qui a un caractère de feu, refuse de rester dans une association qui tolère ça. Il claque la porte. Et le scandale est tel que Claude est lui aussi poussé vers la sortie. C'est fou. Un simple tableau de boulot, une querelle sur la lumière, et ça provoque une scission dans un des plus grands mouvements artistiques russes. Ça montre que l'enjeu n'était pas que personnel. La nouveauté de Quinji était perçue comme une menace par la vieille garde du réalisme. C'était un choc des visions. On termine notre parcours avec un dernier chef-d'œuvre, peut-être le plus paradoxal. Le portrait d'une inconnue d'Ivan Kramskoï. Et l'ironie, c'est que Pavel Tretiakov, qui était un ami très proche de Kramskoï, a catégoriquement refusé d'acheter cette toile. Et pourtant, quelle peinture! On voit cette femme d'une beauté incroyable, dans une calèche. Tout en elle crie le luxe, la mode parisienne, le chapeau,
le manteau bordé de fourrure. Mais ce n'est pas ça qui frappe le plus. C'est son regard. Elle nous regarde de haut avec une assurance, une arrogance presque qui est déstabilisante. Et c'est justement là que ça coince pour Tretiakov. Pour la société de l'époque, et surtout pour un homme aux convictions orthodoxes strictes, cette femme n'est pas respectable. Elle incarne la dame du demi-monde, une femme entretenue. Sa beauté est trop affirmée, trop séductrice, bref, moralement inacceptable pour sa collection. Ne la laissez pas entrer dans les bonnes familles, c'est ça. Exactement. Et encore moins dans la galerie de Tretiakov. Le critique le plus influent de l'époque, Vladimir Stassov, a résumé le sentiment général en la qualifiant de cocotte en calèche. Le jugement est purement moral. C'est fascinant, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne voit ça. Ce jugement a été complètement balayé par le temps. C'est une des métamorphoses les plus spectaculaires de l'histoire de l'art. Au début du XXe siècle, on commence à l'associer au poème l'icônu de Bloch, ce qui lui donne une aura de mystère. Et puis à l'époque soviétique, elle devient un symbole de l'aristocratie perdue, de la spiritualité de l'ancien monde. On la surnomme la Joconde russe. Elle passe de femme entretenue à icône de la spiritualité nationale. C'est un sacré grand écart. Et aujourd'hui, un spectateur ne voit plus rien de tout ça. Il voit la maîtrise technique, la beauté d'un visage, la lumière froide de Saint-Pétersbourg. L'œuvre a été totalement purgée de son scandale. Il ne reste que le chef-d'œuvre. Quand on y pense, que ce soit la guerre de Vereshchagin, la religion de Gué ou cette beauté de Kramskoï, ils ont tous fait la même chose. Ils ont refusé les conventions, ils ont forcé leur époque à regarder la vérité en face. Absolument. Et le rejet de ces œuvres en dit finalement moins sur les tableaux que sur la société qui les a rejetés. Une société pétrie de certitudes, angoissée par le changement. Le génie de ces tableaux, c'était précisément leur capacité à déranger, à mettre le doigt là où ça fait mal. Et le fait qu'ils soient aujourd'hui les trésors de la galerie Tretiakov, c'est la plus belle des revanches. Ça montre à quel point l'art peut être en avance sur son temps. C'est la preuve que ce qui choque une génération peut devenir l'évidence de la suivante. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question. Ces œuvres, jugées offensantes, de mauvais goût, sont aujourd'hui au panthéon de l'art. Alors ça nous oblige à nous demander, parmi les créations d'aujourd'hui, celles qui nous choquent, nous semblent utiles ou bizarres, lesquelles seront dans 100 ans les chefs-d'œuvre que tout le monde viendra admirer ?